Absolument, on ne peut rien vous cacher. Robert Moss, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être l'invité de Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Les Juifs de France au Cerf. Vous avez voulu refaire, Robert Moss, ce qui avait été fait par Harris et Sédoui dans leur livre Juifs et Français. C'était en 1979. Arrêtez-moi si je me trompe, il y a 35 ans. C'est une une référence pour vous, ce livre de Harris et Sédoui? Absolument. D'abord, Harris et Sédoui sont des références pour les journalistes. Je suis journaliste et si vos auditeurs ne me connaissent pas, c'est assez normal parce que je parle d'économie numérique et de technologie, des sujets plutôt austères. Mais Harris et Sédoui sont deux immenses journalistes qui avaient, après Juifs et Français, qui avaient écrit des ouvrages sur le patronat, sur le monde communiste français, et puis qui avaient également commis quelques films. Et Alain de Sédoui avait même été le patron de la télévision française. Alors, 1979, c'est l'année des accords entre Sadat et Begin. Vous dites à un moment donné, à la fête de l'humanité, cette année-là, le slogan au stand de l'OLP est « Les Juifs à la mer ». Et le PSU de Michel Rocard ou la Ligue des droits de l'homme considère qu'Israël est l'ultime avatar du colonialisme. C'était donc déjà assez corsé dans ces années-là. Je dois dire, j'ai relu ça fait partie du travail, l'ouvrage d'Harris et Sédoui, Juifs et Français, paru chez Grasset. Et ce qui m'a frappé avec le recul, c'est à quel point les gens, les personnalités, toutes plus éminentes les unes que les autres qu'ils avaient interviewées, pensaient que l'antisémitisme n'était pas mort et qu'il pouvait ressurgir à un moment ou à un autre. Alors, personnellement, il se trouve que quand j'étais petit, l'une de mes tantes, militante communiste, m'emmenait chaque année à la fête de l'UMA. Et oui, je voyais les stands de l'OLP, dont le slogan était « Les Juifs à la mer ». Alors peut-être pas à la Courneuve, mais quand même partout. En 79, vous dites que la démographie, ce qui est tout à fait exact, c'était la population juive se montait à 600 000 personnes, c'était le chiffre qu'on donnait habituellement. Aujourd'hui, naturellement, ce chiffre doit être revu à la baisse. Hélas, d'après Francis Khalifa, qui s'y connaît, on peut parler plutôt de 450 000 personnes. Donc non, on parlait plutôt de 500 000 personnes, je pense, en 79. Donc, mais si je fais une simple soustraction, la communauté a perdu 50 000 âmes. Mais si je fais un calcul démographique, elle en a perdu nettement plus. À mon avis, elle en a perdu quelque chose comme 130 000 ou 150 000. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Il y a l'endogamie déjà, et il y a une quantité de gens que ça n'intéresse pas ou plus d'être juif, ce qui, ma foi, à quelques restrictions près, leur droit le plus absolu. Et puis il y a aussi le fait que l'antisémitisme s'est réveillé, enfin il y a d'autres raisons, mais l'antisémitisme s'est réveillé, pas comme le pensaient les interlocuteurs d'Harris et Sédoui. Il est venu d'un monde tout à fait inattendu pour eux, qu'ils ne connaissaient pas en 79, qui est le monde musulman. Le monde d'origine maghrébine, le monde de l'immigration, qui, surchauffé par des propagandes venues de droite et de gauche, a décidé de s'en prendre aux Juifs de France. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, Shlomo, mais on s'attend encore cette année à une hémorragie de 4000 personnes qui partent en Israël. 4000 sur 450 000, c'est d'autant plus important qu'il s'agit de... C'est pas une hémorragie, quand même. Si, c'est une hémorragie parce que c'est les jeunes qui partent.
Les familles qui partent, les jeunes qui partent. Ils ne partent pas d'ailleurs seulement en Israël. Alors ça, c'est les 4000 qu'on connaît. Absolument. C'est les 4000. Et il y a aussi une migration intérieure des gens qui partent de Paris ou d'Île-de-France dans les provinces. Il y a aussi ce phénomène. Mais Absolument, vous avez entrepris donc un voyage, Robert Moos, au sein du judaïsme français. Ça va du président du CRIF au grand rabbin de France, au couple Klarsfeld. Vous dénichez même, je ne sais pas où vous l'avez trouvé, celui-là, un homme qui prône la disparition d'Israël. Vous intitulez d'ailleurs le chapitre « La haine de soi ». Où vous avez trouvé ce zigoto? Alors, le zigoto a un nom, il s'appelle Stamboul, Pierre Stamboul. Il enseigne les mathématiques, enfin il a 70 ans, il est à la retraite, mais il enseignait les mathématiques à l'université à Marseille. Alors, j'ai voulu, dans mon livre, interviewer des militants de gauche. Donc je me suis tourné vers plusieurs personnalités qui ont refusé. Par exemple, Charles Fitterman, ancien ministre communiste, a refusé. J'imagine qu'il ne voulait pas apparaître comme juif dans un livre sur les juifs. Il a refusé. Bon, alors je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller vers le pire. Donc tout le monde a au moins entendu parler de cette union des juifs pour la paix au Proche-Orient. Et donc je suis allé vers eux. Alors ils ne représentent rien, sauf quelques centaines de personnes. Ils n'ont même pas de locaux, ils ont plus rien, ils ont juste un mail. Donc j'ai envoyé un mail et Monsieur Stamboul m'a répondu. Voilà comment je l'ai déniché. Nous avons... Alors il y a une prise plus heureuse. C'est un autre personnage qu'on croit connaître, qui est spécialiste de l'extrême droite en France, qui s'appelle Jean-Yves Camus. Mais vous l'abordez par un aspect inattendu chez lui. Lui, il pense que on est heureux comme Dieu en France, selon l'ancienne formule. Les Juifs sont heureux comme Dieu en France, et qu'il y a un bonheur d'être juif. Oui. Il y a un bonheur d'être juif. Moi, c'est ce que je veux d'ailleurs retenir d'essentiel à travers toutes ces rencontres. Il y a un bonheur d'être juif en France. Et ce que dit Jean-Yves Camus et que corrobore Chaim Corsia, le grand rabbin de France, c'est qu'il y a une vitalité qui est spécifique au monde juif, qui est tout à fait fantastique. Moi, quand j'étais petit, il y avait 3 écoles juives à Paris. Aujourd'hui, il y en a je ne sais pas combien. Il n'y avait pas de musée d'art et d'histoire du judaïsme quand j'étais petit. Moi, j'habitais à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Quand mes parents voulaient acheter de la viande cachère, c'était une punition. Il fallait traverser tout Paris. Or, aujourd'hui, vous trouvez des rayons cachères dans énormément de supermarchés, tout simplement. Donc oui, il y a un bonheur d'être juif en France, même si je ne peux pas dire le contraire. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. La communauté sort traumatisée de ces 20 dernières années. Alors absolument, vous êtes l'impression qui domine chez vous au terme de ce voyage, c'est vous employez une expression, une déroute. Alors ça veut dire quoi dans votre esprit? Ça veut dire qu'ils étaient sur une certaine route et qu'ils ont fait une sortie de route? Littéralement. Je crois que oui. Les gens vivaient tranquillement en France. Alors, il y avait eu, comme le rappellent beaucoup de mes interlocuteurs, comme Francis Khalifa ou Samy Gozlan, le fondateur du BNCVA. Il y avait bien eu les attentats de la rue des Rosiers ou de la rue Copernic. Mais malgré tout, comme c'était en plus des attentats commis par des gens qui venaient de loin, du Proche-Orient, malgré tout, les Juifs vivaient paisiblement en France. Et puis les Juifs étaient bien acceptés. Moi, j'ai été avec François Mitterrand à la manifestation d'après Carpentras. J'y suis allé, nous étions très nombreux, nous étions 50 000. Quand je suis allé à la manifestation pour Ilan Halimi, nous n'étions plus que 50 000. Et puis, très sincèrement, 90% des gens qui étaient là étaient juifs. Vous voulez dire 100 000 à la manifestation de Mitterrand, ou 250 000 250 000. Et 50 000 à la manifestation pour Sarah Halimi. Non, pour Ilan Halimi. Pour Ilan Halimi, un peu avant. Et pour Sarah Halimi, encore moins. Voilà. Et pour Mireille Knoll aussi, moins encore. Et pratiquement que des Juifs.
Et si vous permettez une réflexion, je suis allé, comme beaucoup de gens ici, j'imagine, à cette manifestation organisée après la décision de justice prise par la Cour de cassation, et j'ai beau réfléchir, alors ôtez-moi d'un doute, je ne me souviens pas d'une manifestation sur quelque sujet que ce soit, la culture des tomates en Basse-Provence ou ce que vous voudrez, je me souviens pas d'une seule manifestation organisée après une décision de justice. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu, je dis que je ne m'en souviens pas. Question de Steve. Pourquoi le spécialiste de l'économie numérique que vous êtes s'est plongé dans une enquête finalement sociologique? Est-ce que vous avez été interpellé par les événements de ces dernières années concernant la communauté juive et notamment les différents attentats qu'on a connus? Ah, mais j'ai été traumatisé moi aussi par ces attentats, par cette vie, par le sentiment abominable. Vous savez, moi je procède d'une très ancienne famille alsacienne. Absolument. Il faut dire que Robert Mauss, notre invité, est le descendant de Gabriel Mauss, de Marcel Mauss, pardon, le grand sociologue, et vous êtes descendant aussi d'Émile Durkheim, le pionnier de la les fondateurs de l'école de sociologie française. Oui, d'habitude je n'en parle jamais, mais il se trouve qu'aujourd'hui c'est bien d'en parler dans ce contexte-là. Ça peut justifier. Et j'ajoute que vous êtes, parce que je vous connais bien, vous êtes descendant d'une famille de grands rabbins d'Alsace. Ah oui, on dit que les Durkheim sont des descendants de Rachid. Vous voyez, un cousin de mon père, un monsieur très sérieux, avait fait toute une enquête généalogique et il avait trouvé sur les pierres tombales des cimetières alsaciens et lorrains, des inscriptions du genre David Durkheim ou Moïse Durkheim, descendant de Rachid. Rachid de Troyes. Oui, celui-là. Et je voudrais dire quelque chose, Shlomo, qui te concerne directement. C'est que, et après je promets de répondre à votre question, c'est que j'ai eu du mal à faire ce livre. Ça n'a pas été simple. J'étais très surpris. Moi, d'habitude, je suis sollicité pour faire des interviews, pour rencontrer tel ou tel chef d'entreprise. Je reçois quelque chose comme 150 à 200 communiqués de presse tous les jours, du lundi au vendredi. Et là, j'ai éprouvé des difficultés incroyables pour rencontrer les gens. Et alors, j'ai réfléchi en me disant c'est des cons, machin, etc. Mais pas du tout. Et je me suis dit, ces gens ne te connaissent pas. Donc, j'ai eu une illumination. Je me suis souvenu qu'il y a quelques années, mon vieux copain Shlomo Malka m'avait demandé d'écrire un article sur moi-même et mon ascendance pour le mensuel L'Arche, que les auditeurs de Radio J peuvent lire s'ils le veulent. Il est sur Internet, ça s'appelle Le poids du nom. Et là, donc, effectivement, je raconte que je suis l'héritier, en tout cas intellectuel, de Marcel Mauss et d'Émile Durkheim, et que Émile Durkheim serait sans doute un descendant de Rachid de Troyes. Et donc là, d'un seul coup, donc j'ai écrit aux gens en disant, voilà, vous ne me connaissez pas, mais lisez donc cet article. Et là... c'est sans doute l'ombre du rabbin Rachid qui s'est révélé protectrice. Alors, vous l'avez mis dans votre trombinoscope, oui. Si j'ose dire. Il y a aussi terminé à 3 avec Rachid. Et la réponse que j'attends. Oui. Alors, vous répondez à Steve et on vous demandera un peu sur Rachid. Parce que nous avons vécu dans une quiétude réelle pendant des années. Nous étions bien en France, nous étions heureux en France. Puis d'un seul coup, il y a eu ces attentats avec l'obligation de créer pas le BNCVA, mais au moins le service de protection, je sais plus comment ça s'appelle, le service de protection de la communauté juive. Le SPCJ. Voilà. Et après la seconde intifada, en tout cas pendant la seconde intifada. Même avant, nous étions déjà ceux qui devaient rentrer dans leur lieu de culte, encadrés par les forces de l'ordre, ce qui est quand même assez pénible. Enfin, bon, s'y est fait. Et puis, il y a eu la deuxième intifada. Et la deuxième intifada, ça a été le traumatisme, la révolution. Ça a été le fait que, d'un seul coup, ça a été l'union sacrée contre nous. Je le considère comme ça. Je considère que nous avons été abandonnés en race campagne, et notamment par la gauche. Qui était au gouvernement à l'époque.
qui était au gouvernement à l'époque. Et puis, on ne pouvait rien dire. On ne pouvait pas parler. Je voudrais féliciter une fois de plus Shlomo, qui a maintenu le micro ouvert à tous. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Non, mais tu me feras un selfie. On termine. D'accord. Non, sérieusement. Tu as maintenu le micro ouvert à tous et à toutes, et j'ai trouvé ça admirable. Nous, on était dans mon univers amical et familial, on était littéralement traumatisés, on ne pouvait rien dire. Et il y a eu une année absolument épouvantable, qui est l'année 2003. Ça a été pour moi le zénith. Le zénith. Non seulement on n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit, non seulement le gouvernement nous a laissé tomber, ne s'est pas préoccupé de ce qui arrivait aux Juifs, a récusé la montée de l'antisémitisme, mais là, les menaces sont devenues physiques. Alors nous avons eu une grande manifestation contre la guerre en Irak qui s'est terminée par une chasse aux Juifs dans les rues de Paris. Et là, il a fallu que François Hollande, alors patron du PS, arrête les manifestations, donne un signal d'arrêt aux manifestations. Et puis nous avons eu autre chose. Nous avons eu l'histoire abominable d'un gamin qui était au lycée Montaigne, qui était racketté et brimé par 2 de ses petits camarades d'origine maghrébine. Les gosses ont été convoqués en conseil de discipline, ont été virés du bahut. Et puis là, Maître Leclerc, le patron de la Ligue des droits de l'homme, s'est réveillé, a expliqué que ce qui arrivait à ces 2 jeunes était inadmissible. On parle de gamins de 12-13 ans, pas plus, était inadmissible. Il a donc introduit un recours devant les tribunaux et il a obtenu gain de cause. Les gosses ont été réintégrés au lycée Montaigne et c'est le petit juif qui a dû quitter le lycée. Et c'est le premier d'une très longue série que j'ai revécu il y a pas très longtemps. J'ai participé à l'écriture d'un livre pour un parlementaire en banlieue parisienne. Et j'ai vu qu'il y avait plus de juifs dans les écoles de la République, ni dans le Val d'Oise, ni en Seine-Saint-Denis. Et c'est hallucinant. Alors, effectivement, on a reçu cette personne. Je savais pas que c'est vous qui aviez écrit ce livre, mais je vois très bien à qui vous faites allusion, mais il n'y a rien d'indigne à cela. Alors, vous terminez à 3 avec Rachid. Comment vous qualifiez ce juif français du Moyen-Âge ? Qu'est-ce qui lui vaut le mérite de clore toute cette série de rencontres ? Primo, je considère que Rachid est une lumière universelle. Et il nous consacre, c'est le commentateur du Talmud. Et même si effectivement ça concerne d'abord les Juifs, ça ne devrait pas. Ça doit concerner tout le monde. Le commentateur du Talmud doit s'adresser à la terre entière, à toutes les 70 nations. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il se trouve qu'aujourd'hui, je vis à Provins, donc pas très loin de Troyes, et que je suis allé me promener, et que j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu comment cette toute petite communauté arrivait à vivre et à survivre même, en se plaçant résolument sous la protection du rabbin. Et c'est tout à fait extraordinaire et tellement symbolique de la vie juive en France. Comment, en puisant dans nos racines, en puisant dans notre culture, dans notre savoir, dans notre amour de la vie, nous arrivons tout simplement à perpétuer la flamme. Les Juifs de Troyes étaient une communauté florissante avant-guerre. Bon, l'armée allemande est passée par là. Mais après-guerre, le consistoire a envoyé un rabbin et qui, pour donner de la vie, revitaliser la vie juive à Troyes, a créé les usines textiles incroyables. Tout le monde connaît la marque Babygro. Donc c'est le Rav Frankfurter qui a créé la marque Babygro pour donner du boulot à des gens qui sortaient des camps. Et il a fait revivre la communauté juive à Troyes. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins florissant que ça n'a pu être, mais malgré tout, grâce aux rabbins, grâce à tout ce que ces gens ont fait, eh bien, il y a une vraie vie. Un mot, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Vous avez, il n'y a pas beaucoup de femmes, il faut dire, dans votre parcours, mais il y a un personnage intéressant, c'est la romancière Nathalie Azoulay. En 30 secondes, pourquoi vous avez choisi Nathalie Azoulay ? Alors, Nathalie Azoulay, comme tous les gens que j'ai choisis, ont un témoignage spécifique à donner.
Vous voyez, par exemple, j'interviewais les scénaristes de de La Vérité si je mens, parce que ils ont une vision sur 25 ans de la vie juive à Paris et du Sentier en particulier. Nathalie Azoulay est un écrivain extraordinaire. Je vous parlais de ces manifestations. Elle est prix Médicis. Je vous parlais de ces manifestations de 2003. Elle a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Les manifestations et qui met 1000 fois mieux que moi les mots sur cette douleur que nous avons eue en sentant que nous étions devenus des étrangers dans notre propre pays. Robert Mauss, merci. Merci Shlomo.